assurer le logement du concubin survivant. C'est une très mauvaise idée. Non pas d'assurer la protection du concubin survivant, mais la technique ici employée qui va consister à un démembrement croisé des parts sociales. Alors, vous savez, quand on sort d'un master, on a plein d'idées nouvelles hein, et on veut expérimenter. Bon, ok, mais après, quand vous regardez la réalité, c'est plus pareil, quoi. Un peu comme le problème du démembrement de propriété, bah ouais. Pour moi, c'est l'harmonie familiale, enfin l'harmonie familiale qui peut être un peu forcée parfois, mais c'est la pérennité du patrimoine familial, que celui-ci puisse traverser les générations, en tous les cas, puisse euh, écarter tout ce qui est les problèmes, les conflits humains, quoi. Voilà. Parce qu'on fait quelquefois disparaître des patrimoines entiers simplement parce que pour les conflits dont on ne sait même plus. Tu te souviens, la petite voiture que tu avais reçue il y a 4 ans et tu vas me le payer, même si je perds beaucoup d'argent, tu vas souffrir. Bon. Alors, pour les couples mariés, alors oui, alors pour le démembrement croisé, je dis, j'en fais pas, j'en ai fait une fois, puis après je dis, mais non, enfin, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça suppose un financement à 50% monsieur et madame. Bon, c'est bien, pourquoi pas, mais ce qui ne va pas, c'est quand le conflit est meurtrier ici. Non seulement, c'est pire qu'un divorce en fait, hein, parce que j'ai coutume de dire que les personnes qui recourent au démembrement croisé, c'est un peu comme la tontine en fait, ils ont des longs coups, on les reconnaît, ils ont des longs coups. Alors j'ai un long coup, mais je ne suis pas concerné, hein, parce que dès qu'ils ne s'entendent plus, il y en a un bien sûr qui va pouvoir être autorisé à vivre dans le logement détenu par la société civile, surtout s'il y a des enfants. Mais l'autre, il ne va pas s'éloigner du logement et donc de la société civile. Il va regarder tous les matins si son concubin ici est toujours vivant. Et donc, il passe la tête par la fenêtre et donc après, on les reconnaît. Voilà. Et c'est vrai. Hein. Enfin, donc, je me méfie. Alors, c'est vrai que si c'est des personnes mariées, il n'y a pas nécessité de recourir à cette technique-là. Mais, bon. Moi, je recours à la société civile pour protéger le conjoint, à moins que le client souhaite absolument se marier. Mais voilà. Et si ce sera un régime de communauté, il faut regarder les avantages et les risques. Si le logement, parce que quand on se marie, on a quand même le pouvoir souverain du juge, hein, là, hein. Les prestations compensatoires, tout ça, enfin, il faut voir. Alors, si le logement familial est détenu par une société civile, le logement familial appartient à la société et non pas aux époux. Et lorsque les époux mariés, vous savez qu'ils ont un droit sur le logement de famille, hein, du régime primaire, eh bien, la protection ne joue pas si le logement est détenu par une société civile. Il faut notamment l'autorisation du conjoint pour tous les actes de disposition sur le logement, même s'il appartient à un seul époux. Alors, est-ce que c'est un inconvénient ou un avantage que cette exigence-là ne s'applique pas au sein d'une société civile? Je ne sais pas, il faut voir. Bon. Moi, j'aime bien la liberté quand même. Hein. Concubin partenaire, au premier décès, il n'y a pas d'attribution préférentielle de logement, sauf pour les partenaires pacsés. Mais il n'y a aucun droit sur la succession, il n'y a pas de quotité disponible spéciale. Et donc le concubin peut disposer de la totalité de son patrimoine qu'en l'absence de descendants ou d'ascendants. Donc la réponse est le démembrement croisé de parts sociales. Alors, je rappelle simplement la fiscalité des époux et la fiscalité des partenaires, c'est la même. Et au plan civil, c'est pas pareil, mais au plan fiscal, c'est pareil. Le conjoint survivant et le partenaire pacté survivant eh bien, sont exonérés de droits de mutation par décès. Démembrement croisé de parts sociales, voilà la situation finale. On va voir comment on y arrive. Monsieur est usufruitier des parts 1 à 50 et nu propriétaire des parts 51 à 100. Madame est usufruitière des parts 51 à 100 et nu propriétaire des parts 1 à 50. Monsieur décède. Donc l'usufruit des parts 1 à 50 s'éteint pour aller dans les mains de madame en pleine propriété. Les enfants
de monsieur vont hériter de la nue propriété des parts 51 à 100. Madame conserve l'usufruit des parts 51 à 100. Elle est plein propriétaire des parts 1 à 50. Qu'est-ce que... Et bien sûr, avec une rédaction appropriée des statuts, en écartant les décisions collectives, notamment le plus possible, que voulez-vous que les enfants fassent? Ils pleurent. Voilà. Mais en cas de conflit au sein du couple, ça peut saigner quand même. Hein. Réponse, monsieur et madame constituent une société civile dont le capital est divisé en 100 parts. Alors, on a vu que vive la société civile à capital faible, et j'avais dit sauf exception. Ben voilà une exception. Il n'y a jamais de capital faible dans le démembrement croisé de parts sociales, parce que qui dit capital faible dit apparition d'un compte courant d'associé. Et qui dit compte courant d'associé, ben, elle revient aux héritiers de monsieur. Et, sauf clause contraire, dans les statuts, ben, un compte courant est exigible à tout moment, même s'il n'y a pas de contrepartie en trésorerie. Puis, vous savez, hein, on ne peut pas totalement éviter le pouvoir souverain du juge, donc il faut faire attention. Donc ici, c'est toujours le capital fort. Alors, ils vont se désigner co-gérants, par exemple. Ouais, mais co-gérant, c'est comme un mariage, hein, en cas de conflit. Voilà. Avec les pouvoirs les plus étendus, mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir prévoir que le survivant aura tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs pour gérer le patrimoine de la société. Alors, la société, ils vont apporter les sommes nécessaires pour l'acquisition, ou ils vont apporter la résidence à la société civile. Et donc, monsieur va recevoir les parts 1 à 50, madame les parts 51 à 100, et ils vont, parce qu'ils sont jeunes, s'ils sont plus vieux, ils vont pouvoir échanger plutôt l'usufruit, mais quand ils sont jeunes, la base fiscale de la nue propriété est faible, ils vont échanger la nue propriété sur la moitié des parts sociales, en fait. Hein. Et après l'échange, monsieur devient propriétaire usufruitier des parts 1 à 50 et nu propriétaire des parts 51 à 100, madame inversement, et usufruitière des parts 51 à 100 et nu propriétaire des parts 1 à 50. Monsieur décède, donc les conséquences juridiques, l'usufruit de la moitié des parts 1 à 50 s'éteint, madame est plein propriétaire de ses parts de 1 à 50 et reste usufruitière des parts 51 à 100, les enfants de monsieur recevant, les héritiers, la moitié, des parts en nue propriété. Vous voyez bien que nu propriétaire des parts, si l'objet social est très large, madame peut vendre la résidence sans avoir recueilli l'accord des nus propriétaires des parts. Conséquences fiscales. Je rappelle que les concubins, donc puisqu'il s'agit ici de l'application surtout pour les concubins, mais on peut faire du démembrement pour des conjoints. Lorsqu'on est sûr de la pérennité du lien affectif, oui, pourquoi pas, hein, on peut faire cette technique-là. J'en ai d'autres qui sont beaucoup plus simples que le démembrement croisé de parts sociales. Hein. Mais au moment de l'échange, alors que les concubins sont taxés à 60% dès qu'ils héritent l'un de l'autre, ben ici, voilà, la comparaison de coûts, c'est que les droits de mutation de 5% sont dus sur le montant du lot le plus élevé. Échangé, ça veut dire 50%, on a vu pour la nue propriété en fait, donc sur la moitié des valeurs des parts. Alors que si les concubins étaient plus âgés, plus de 61 ans, ils auraient plutôt dû échanger l'usufruit. Pas de capital faible dans l'affaire, sinon le compte courant revient aux héritiers de monsieur, et au premier décier, on a vu que l'usufruit s'éteint sans imposition, comme le précise l'article 1133 du Code général des impôts.